nous sommes ici un peu pour porter une lumière sur une civilisation africaine qui est la civilisation de la vallée du Nil, l'Égypte antique. Donc sans plus tarder, car j'ai compris que j'ai très peu de temps, mais beaucoup de choses à dire, alors je vais pouvoir démarrer la communication. Je commencerai par me présenter. Mon nom est effectivement Dibon Barimbok, camerounais d'origine, donc vivant au Canada déjà depuis quelques années. Je suis écrivain, historien, conférencier, auteur d'un certain nombre d'ouvrages déjà, une trentaine disons, qui portent essentiellement sur les relations que l'Égypte pharaonique, l'Égypte antique entretient avec les peuples qui vivent actuellement au sud du Sahara, donc l'Afrique subsaharienne, et initiateur également d'une plateforme, une plateforme pédagogique que j'ai appelée A Contrario, qui est une plateforme en fait essentiellement sur Internet et qui a vocation à populariser, à vulgariser ce que j'appelle les humanités fondamentales, ce que le professeur Cheikh Anta Diop appelait les humanités classiques africaines. Donc, les hiéroglyphes égyptiens, c'est le sujet d'aujourd'hui, adossé naturellement aux langues africaines modernes. C'est un peu ce sur quoi va porter cet échange. La langue égyptienne, donc je commencerai par faire un bref historique de cette langue, vraiment bref, parce que le temps ne permet pas d'être un peu plus de s'y attarder longtemps. Donc, la langue égyptienne a évolué à travers les âges depuis le début attesté, disons, de cette civilisation jusqu'à sa fin présumée. On va dire ça comme ça. Les premiers textes égyptiens, donc on va dire les textes des pyramides, qui sont pas les premiers, mais enfin, ce sont des textes suivis. Donc on peut parler à ce moment-là de littérature en quelque sorte, puisque c'est des textes religieux et philosophiques. Ont usé d'une écriture que Champollion a appelée les hiéroglyphes purs. Et à l'époque de la naissance présumée de cette écriture, donc autour de 4000 ans avant l'ère actuelle, les Égyptiens anciens ont produit deux systèmes complémentaires. Donc le premier, c'est le hiéroglyphe pur qui était réservé à la classe sacerdotale, donc au temple, au tombeau. Donc c'est ce qu'il y a de sacré dans le système d'écriture égyptien, c'est celui-là qui va nous occuper. C'est celui-là que j'étudie particulièrement parce que vous allez voir qu'il y a dans la prétention sacrée de cette écriture une réalité objective pour le monde dans lequel nous vivons encore aujourd'hui. Bon. Et le hiératique, naturellement, qui était le hiéroglyphe pur simplifié, on va dire ça comme ça, qui avait plutôt vocation, un usage quotidien dans pour les comptes, pour les missives, les lettres diplomatiques, ce genre de choses. Et c'était un système en fait simplifié. Donc c'était le hiéroglyphe pur simplifié, qu'on a appelé le hiératique. Et autour de 850 avant l'ère actuelle, va apparaître une écriture encore plus simplifiée, qu'on appelle le démotique, donc du grec démos, qui signifie populaire, donc l'écriture populaire, qui se situe dans la suite du hiéroglyphe pur, bien sûr, mais encore plus simplifié. Et autour du IIIe siècle apparaîtra donc le copte. Le copte, qui est une écriture qui va user donc de l'alphabet grec pour la quasi-totalité de ces lettres, mais il y a 6 ou 7 lettres de l'alphabet copte qui proviennent directement du démotique, qui sont principalement égyptiennes. Voilà, on aura le temps éventuellement d'en parler. Donc, alors, le copte, qu'est-ce que c'est? Le copte, le copte est réputé être le stade final de l'égyptien ancien. Okay. C'est ce qu'on rencontre dans la littérature généralement lorsque vous vous intéressez à ces questions. On vous dira que la langue copte, qui est aujourd'hui morte, puisqu'elle n'est plus parlée, que par certains aspects, la liturgie copte qui est chrétienne parfois utilise cette langue dans le culte qu'ils rendent, mais on peut considérer que le copte est aujourd'hui une langue morte, bien entendu, puisque les coptes aujourd'hui parlent arabe. Et les coptes sont des chrétiens d'Égypte. Très très largement marginalisé en Égypte, parce que naturellement l'Égypte est un territoire qui a été occupé autour du VIe siècle par les Arabes qui sont venus d'Arabie, et les Coptes vivant là ont naturellement été un peu, voilà, on va dire, voilà. Et donc leur culture est très largement en déperdition, on peut le dire. Hein. Il suffit de se rendre en Égypte pour s'en rendre compte. Ils ont encore quelques églises, mais bon. Ça reste c'est folklorique aujourd'hui. Alors, c'est ce qu'on peut dire, hein, brièvement. Alors, il y a d'autres choses à dire, mais on va essayer d'avancer. Alors, je dis ceci. On trouve dans la littérature plusieurs auteurs qui se sont prononcés sur les origines de la civilisation égyptienne. J'aborde cette question pour fixer le point d'ancrage qui va nous permettre de faire un développement plus conséquent. Car vous devez comprendre,
d'où part ma démarche, d'où je viens et pourquoi je dis certaines choses avec autorité. Cela vient d'un ensemble de faits que je vais tenter de décrire ici. On trouve dans la littérature plusieurs auteurs qui se sont prononcés sur les origines de la civilisation égyptienne. Les premières dépositions sur cette question sont celles de voyageurs grecs qui visitent la vallée du Nil à partir de 450 avant l'ère actuelle. Donc c'est à partir de cette époque que les Grecs commencent à arriver dans la vallée du Nil. Et c'est une époque relativement tardive. Hein. L'Égypte à cette époque avait déjà perdu son indépendance puisque détruite par les Assyriens 4 ou 5 siècles plus tôt, occupée par les Assyriens, ensuite les Perses. Et les Grecs, donc les Macédoniens, vont y arriver également par le biais d'Alexandre, Alexandre de Macédoine, qui va donc y installer, créer, on va dire une ville, ou en tout cas l'agrandir parce qu'elle existait déjà, mais on va nommer cette ville Alexandrie, qui va devenir la capitale des Lagides. Les Lagides qui sont donc des Macédoniens ou disons des Grecs qui vont régner sur l'Égypte pendant 3-4 siècles à peu près. Donc c'est à cette époque que les Grecs commencent massivement à arriver en Égypte et à décrire ce pays et dire finalement qu'est-ce que c'est que l'Égypte, etc. pour renseigner leurs compatriotes sur ces questions. Lilias Homberger ou Hamburger, certains disent Hamburger, mais c'était une Française d'origine britannique. Elle a été présidente de la Société de linguistes de Paris, donc c'était une dame importante dans le domaine. Elle a fait un travail remarquable sur les langues africaines. Elle a produit plusieurs choses, donc notamment des documents sur les langues africaines, et elle a travaillé sur les relations que les langues africaines pouvaient avoir avec l'Égyptien ancien. Voici ce qu'elle dit dans une lettre qu'elle adresse au président du Conservatoire à Paris en 1929. Elle dit ceci: il y a quelques mois, j'ai eu l'insigne honneur de rendre compte à l'Académie des résultats de mes études des langues négro-africaines et de l'égyptien. J'ai conclu en ces termes: les langues négro-africaines modernes dérivent de l'égyptien. Messieurs Meillet et Moret ont bien voulu prendre la parole pour m'encourager à poursuivre mon examen des faits communs. Il m'est possible aujourd'hui de confirmer et de préciser la chose. J'ai constaté en effet que les dialectes mandés du Soudan occidental représentent un dialecte copte. Il faut bien comprendre ce qu'elle dit. J'ai constaté, en effet, que les dialectes mandés du Soudan occidental, c'est-à-dire le Mali, la Guinée, le Sénégal, etc., représentent un dialecte copte, peu modifié sinon au point de vue phonétique, nul n'ayant jamais hésité à classer les langues de type mandé parmi les idiomes dits africains, et la parenté des langues négro-africaines étant pratiquement admise aujourd'hui, démontrer que le mandé n'est qu'un dialecte copte, c'est trancher d'une façon définitive la question de l'origine des parlers africains modernes. J'ai tenu à mettre l'Académie au courant de cette découverte. Donc elle, naturellement, à son époque, c'était une découverte, puisque personne avant elle n'avait fait ce travail pour constater les faits qu'elle relevait. Voilà. Donc, je vais dire 2 mots sur le copte en tant que langue. Okay. Ici, je vais citer un extrait de l'ouvrage de grammaire copte d'Alexis Malon, qui a été publié autour des années 30, si ma mémoire est bonne, où il dit ceci, simplement pour vous donner une idée de ce que c'est que le copte. La langue copte n'est autre que la langue égyptienne dans sa dernière période. L'égyptien a été parlé dans la vallée du Nil depuis une époque qui échappe à l'histoire. Les plus anciens documents écrits qui subsistent encore peuvent dater de 4000 ans avant Jésus-Christ. Durant cette longue période, la langue a subi plusieurs transformations et considérablement évolué. Le copte est le dernier stade de cette évolution. Commençant avec le christianisme en Égypte, la langue copte fleurit jusqu'à la conquête musulmane autour du 7e siècle. À partir de cette époque, elle fut peu à peu supplantée par l'arabe et cessa complètement d'être parlée vers le 17e siècle. Le copte a plusieurs dialectes. On constate dans la littérature copte l'existence de plusieurs dialectes, donc le saïdique, le boaérique, le menfitique, l'akmimique, etc. Mais c'est le copte saïdique qui est considéré comme étant le copte classique, parce que c'est le copte qui était parlé dans la région de Thèbes, qui a gardé une forme d'authenticité, parce que le copte du delta, dont le copte boraïque, a connu beaucoup d'influence de la langue grecque. C'est pour cette raison que généralement dans les correspondances, on privilégie le saïdique, qui a des racines considérées comme pures, entre guillemets, car bien sûr, c'est une notion tout à fait relative également. Mais c'est intéressant d'avoir cela en perspective. Donc, voici l'alphabet copte, j'en parle brièvement, c'est pas essentiel pour ce soir. L'alphabet copte utilise des caractères de l'alphabet grec, hormis ces 7 dernières lettres. Le Shai, Fai, Kai, Ori, Djenja, Chimati, c'est des lettres, ces lettres qui proviennent directement du démotique. Voilà, en fait, on déploie cette littérature, la littérature copte, à partir donc de cette écriture-ci. Bon. Les langues mandées dont parle Hamburger, Lilias Homberger, les voici, j'en cite quelques-unes simplement pour édification, pour que vous sachiez de quoi nous parlons quand nous parlons des langues mandées.
Elles sont parlées donc dans des pays comme le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, etc., la Gambie, voilà. C'est le Soudan occidental. Nous avons des langues comme le Bambara ou le Bamanan, qui est la principale langue parlée au Mali. Nous avons le Malinké, le Maninka, le Djakinké, le Soussou, le Koranko, le Maninké, le Sérinkiré, etc., etc. Voilà des langues dites mandées, les langues parlées donc dans le Mali impérial, le Mali historique, que peut-être certains ici connaissent, mais enfin c'est ça. Ça c'est pour simplement information. Bon. Lilia Somburger va donc publier un mémoire où elle apporte des conclusions. Voilà ce qu'elle dit. L'idée que toutes les langues négro-africaines seraient des formes de l'égyptien a paru révolutionnaire. Elle a été généralement accueillie avec scepticisme. On a dit que l'égyptien écrit sans voyelles ne permettait pas de vérifier l'exactitude des correspondances. Les raisons d'ordre technique invoquées dans les mémoires cités ne pouvaient convaincre que les linguistes exercés et habitués aux méthodes de la grammaire comparée. Abandonnant cette fois les études d'ensemble, nous limitons ici la comparaison au seul dialecte copte et mandé. Il suffit de rapprocher les faits pour se convaincre que le malinké et le bambara sont des dialectes coptes. Si l'ordre des mots a changé, le vocabulaire et les morphèmes ont peu évolué. Le vocabulaire et la morphologie du copte et du mandé se recouvrent. L'évolution phonétique à laquelle les mots mandés doivent leur forme était amorcée en copte ainsi que les modifications d'ordre syntaxique. Le mandé qu'on cite volontiers comme un exemple typique de langue négro-africaine apparaît avec évidence comme un représentant moderne du copte. Le mandé qu'on cite volontiers comme un exemple typique de langue négro-africaine apparaît avec évidence comme un représentant moderne du copte. Il reste à déterminer l'époque de la séparation et la voie par laquelle la langue a été transportée. Parce que Lilia Somberger pensait que le copte avait été amené dans le Mali, le Sénégal, etc., par le fait d'immigrants parlant copte. C'est ce qu'elle avait pensé. On observe qu'en Bassa, par exemple, on organise les fractions sur ce modèle. C'est-à-dire pour illustrer les fractions dans la langue, on utilise le terme yada, qui est le nom de cet œil. C'est-à-dire 1/10, yada ikere jom, c'est-à-dire 1 dans 10. Ikere c'est dans, jom c'est 10, yada c'est 1. 1 quart, yada ikere bina. Yada ikere bitan, 1/5, etc., etc., etc. Donc c'est ce mot. Donc les fractions sont organisées d'après ce modèle dans les langues africaines. Ok? C'est quand même intéressant d'observer ces phénomènes. Parfois, l'œil est doublé. On le représente 2 fois, comme vous voyez ici. Donc c'est quasiment un visage. Hein. Et il prend le sens de voir, regarder. Mais n'oubliez pas qu'on parle de calcul. Voir, regarder. On se rend compte que dans les langues africaines, par exemple en Kikongo, quand je dis regarder, kutala, ou le miroir, tala tala, c'est un mot qui dans les langues mandées signifie diviser. La division. C'est encore le principe de la division. Donc en bambara, je vais dire tila ou tla pour dire diviser. En mandinka, tala, diviser, distribuer. Et dans certaines autres langues bantoues, comme ici au Gabon, je vais dire tala, compter. Au tali, faire le compte. Tala, compter, calculer. Vous voyez, donc il y a un rapport étroit entre cet œil, qui est un objet symbolique, basique, et le calcul. Voilà la raison pour laquelle le scribe égyptien s'autorise à utiliser l'œil comme symbole pour dire calculer, pour traduire le verbe calculer. Car tout le monde dans son système sait que les mots du regard, de la vue, qui se rapportent à l'œil, ont un rapport étroit avec la notion de calcul. Voilà la première raison, avant de s'orienter vers le phonétisme ou le syllabisme, qui a son intérêt, mais il faut comprendre la pensée symbolique qui anime le scribe lorsqu'il produit un système graphique. C'est ça. Okay? Et ici, je poursuis. Donc au Congo, on va dire tala, regarder, tila, diviser, tila, moitié, diviser, tala, diviser, distribuer. Et en bambara, on dit tilada, diviseur, fraction. Et en bambara, tilada traduit littéralement diviser bouche. Parce que diviser en bambara, c'est tila, bouche, c'est da en bambara. Donc tilada, qui est traduit en français par diviseur, fraction, signifie dans la langue bambara diviser bouche. Et pourquoi cela a une forme de pertinence? Parce qu'on se rend compte que les anciens Égyptiens organisaient exactement les fractions de la même façon. Ils dessinent une bouche qu'ils divisent pour faire 2/3, 3/4. Et dans les langues africaines, le bamanan tila, divisé, correspond au mandinka tala, divisé, séparé, moitié, fraction. Le mandinka dira talari, partage, ou talante, moitié. Combiné à un ordinal, le mandinka talante, moitié, sert à former les noms des fractions. On dit talante Sabanjan, tiers, talante Naninjan, le quart,
Talante Lulunjan, un cinquième, Talante Oronjan, un sixième, Talante Orooulanjan, un septième, etc. Le Mandinka présente encore Talaro, le partage, partager, répartir, diminuer, etc. Pourquoi cela est intéressant? Je ferai juste une halte ici, c'est que vous devez savoir que cet œil symboliquement représente le corps d'Osiris. Osiris a ce site particulier qu'il a été démembré, divisé. Et Osiris, c'est la divinité majeure de l'Égypte antique. Et le corps d'Osiris représente le pays même dans sa totalité. Donc les parties du corps d'Osiris sont autant de provinces qui vont être rassemblées par Isis, dit le mythe. Donc la division a un rapport étroit avec la personne d'Osiris. Et Osiris est incarné par l'œil, bien sûr. On n'en parlera pas ce soir, mais c'est important de le savoir. Donc, cette division est organisée autour de la personne d'Osiris, qui va connaître une passion, il va être démembré. Et voilà pourquoi le discours religieux donc, entretient cette image, parce qu'il est lié à la division. Et naturellement, les Égyptiens le font. C'est-à-dire qu'ils dessinent la bouche, qu'ils divisent, ils le font. Donc ça, c'est un tiers en égyptien pharaonique, un tiers, un quart, un cinquième, etc. Donc c'est diviser bouche, tilada. Diviseur, fraction. Donc quand ils veulent produire la fraction et dire ce que c'est, ils dessinent la bouche. Ça c'est la bouche en égyptien pharaonique, c'est le signe des 21. Et ils mettent des strokes, c'est-à-dire des traits, pour signifier le nombre de fractions qu'ils veulent aller chercher. Donc c'est l'unité d'un tout qu'on divise, clairement. Donc il y a plusieurs façons de rendre compte des fractions. Il y a cette façon qui utilise les formes plutôt portées par le Bambara par exemple, ou la forme portée par la langue Bassa qui utilise l'œil, donc ce que je viens de montrer. Donc j'espère que chacun suit plus ou moins ce que je dis, parce que je sais que je vais vite, parce que je sais que le temps va nous manquer, mais il se trouve que les égyptologues, naturellement, translitèrent, c'est-à-dire ils attribuent des valeurs alphabétiques aux signes gravés. On va vous translittérer ce groupe, ici on va translittérer HSB, HSB, et on va donc appliquer une tutelle à partir de cette translittération. La tutelle va être la langue arabe ou hébreu, parce que naturellement dans ce système, on suppose que les Égyptiens parlaient soit l'arabe, soit l'hébreu, une langue apparentée. Okay? On va vous dire que ce ASB, en fait, c'est la racine pour Asaba. Asaba. En arabe, ça veut dire calculer, compter. Bon, je parle pas arabe, mais si vous pouvez me corriger, mais je crois que c'est quelque chose de ce genre. Asaba. En arabe, on va dire Asab. Faire les comptes, faire le bilan, régler les comptes. Isab, arithmétique, calcul. Isabi, arithmétique, mathématique. Il se trouve que c'est un mot qu'on trouve dans les langues africaines. D'accord? C'est la même chose. Moubi, Asaba, compter, Fufulde au Cameroun. Asaba, quantité indéterminée. Isabu, arithmétique. Isabi, science des mathématiques. Isabi, calcul des nombres. Isabu, calcul arithmétique. Isab, incontable, sans fin. Sauf que, puisque ces peuples sont pour la majorité musulmans, on va appliquer l'idée selon laquelle ils ont obtenu ce mot à partir de l'arabe. Puisque la langue, l'islam est porté par, l'arabe est la langue avec laquelle on pratique le culte musulman. Donc, on suppose, comme ça, un peu par mécanisme, hein, vous allez voir, vous allez comprendre la nuance, un peu par mécanisme, que si au Tchad, on dit Asaba, compter, c'est parce que le peuple Moubi, aujourd'hui, a des relations avec l'islam et que ce sont les Arabes donc qui ont porté ce mot dans cette région. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, vous allez comprendre pourquoi je peux le dire avec autorité. Mais pour l'instant, on comprend la démarche. Alors, ce qu'il faut faire, naturellement, avant toute conclusion, puisqu'il faut comprendre de quoi nous parlons, c'est identifier le signe. Parce qu'en identifiant le signe, vous allez vous rendre compte que ce signe sollicite un vocabulaire dans les langues africaines, et que ce vocabulaire sollicité dans les langues africaines se rapporte au mot Asaba. Donc ça montre que ce n'est pas les Arabes qui ont porté ce mot, parce que la langue arabe n'était pas encore formée à l'époque où les Égyptiens ont commencé à graver les hiéroglyphes dans les temples. Et c'est quelque chose d'extrêmement ancien. On parle ici de 4000 ans avant l'ère actuelle. La langue arabe n'existait pas 4000 ans avant l'époque actuelle. Il faut le savoir. Donc on ne peut pas prétendre que les Africains ont hérité quand ils utilisent un objet qui se rapporte au mot. Enfin, vous allez comprendre. Donc, identifier et nommer l'objet dessiné au sein des langues africaines. Qu'est-ce que c'est que cet objet? Cet objet existe, il est connu par les égyptologues. Hein. Donc, il a plusieurs significations. En fait, il représente un pustule. Symboliquement, c'est un pustule. Parfois, ce pustule est purulent, parfois non, mais il ouvre un champ sémantique très important. Il peut signifier maladie, état du corps, enflé, odeur, excrément, sale, un quart, etc., etc., etc. Il peut signifier plusieurs choses. Donc, ce que vous devez faire, lorsque vous avez affaire à un système comme celui-ci, c'est sortir les séries au sein des langues africaines décrites, par exemple, par Lilias Homberger, pour voir comment se disent toutes ces choses. Maladie, état du corps, enflé, odeur, parce que c'est des mots qui existent. Et dans le cas présent, on va se rendre compte que c'est l'excrément
Et vous allez comprendre pourquoi c'est l'excrément qui est mobilisé pour dire calculer. L'excrément, d'accord? Donc, on se rend compte que dans les langues africaines, pour dire l'excrément, c'est à peu près la même chose, vu les mutations phonétiques. Ici, j'explique les correspondances phonétiques. Je sais qu'il y a des linguistes ici. Mais c'est le même mot qui mute, hein. Ne soyez pas impressionnés, je le dis toujours, parce qu'on n'est pas tous linguistes, pas besoin de l'être. Mais quand on comprend que Tibi, c'est la même chose que Sofé, parce que le F devient un B, c'est automatique dans les langues africaines, eh bien, on comprend qu'il y a là un phénomène de mutation lié aux migrations des peuples. Donc, en Bambara, pour dire l'excrément, l'impureté, la toxine, je vais dire Sofé. En Bozo, Sobi ou Sopi, Sonenke, Sobé, Jevove, Tobi, Babinji, Tsobi, Douma, Tibi, Bassa, Tibi ou Yibi, pour dire l'excrément. Ani, Ebi, Abidji, Sibi, Keni, Chifi, ce ne sont que des exemples. Et il y en a d'autres. Je me limite à ceci parce que c'est relativement représentatif. Puisque je prends les langues mandées, les langues bantoues, je rajoute même les langues de Côte d'Ivoire pour dire que vraiment c'est dans toute l'Afrique qu'on utilise le même mot pour dire l'excrément, qui se rapporte au calcul comme vous allez voir. Donc, je me rends compte qu'en comparant, les mots des excréments et le thème du calcul, que c'est le même mot. C'est-à-dire, par exemple, quand je dis en Douma, Tibi, c'est le même mot que le Youpé utilise, Yisabi, pour dire calcul des nombres. Parce que, par exemple, ici, la mutation observée, c'est ce qu'on appelle une prothèse. Donc, développement à l'initiale d'un mot, d'un élément non étymologique. Donc, le yi ne fait pas partie du mot. Il s'est agrégé au mot. Le mot, c'est tsabi, pour dire calcul ou arithmétique. Et c'est le nom de l'excrément qui est décrit par le scribe dans les textes des pyramides. Donc, on voit bien là qu'il y a un lien d'antériorité manifeste, puisque l'Africain a le mot de l'objet. Pour dire excrément en arabe, c'est pas ça. Je parle pas arabe, mais je parie que c'est pas ça. Vous pourrez vérifier ce soir. Je le dis, c'est pas ça. Pour dire excrément, c'est certainement notre mot, mais c'est pas sobi. Donc, ça montre que ce sont les langues africaines qui portent des hiéroglyphes. Et que de ce système, les Africains savent très bien qu'en disant excrément, c'est un mot qui ressemble au mot de l'arithmétique. Donc, celui qui parle la langue va savoir que cet excrément, en fait, symboliquement, a un rapport avec le thème dans sa langue pour dire le calcul. Donc on représente l'excrément qui est un mot qui ressemble. Donc c'est un homophone. C'est ça la métaphore. Le transport est une chose d'un nom qui en désigne une autre. Bon, j'espère que chacun a pu voir, je vais passer. Donc voilà le rapport. Hein. Les mots de l'excrément sont les mots du calcul. Hein. Oui, ça vient. C'est de la philosophie, c'est des mathématiques en fait, c'est la religion. Donc pour l'instant je me limite aux mots. Parce que vous devez comprendre d'où je viens. C'est-à-dire, je ne peux pas juste prendre une conclusion et tout le monde s'étonne. D'où tire-t-il tout ça? Non. Je dois vous montrer le processus méthodologique car c'est le plus important. Le reste vient, quand on comprend, le reste vient bien aisément. Donc, Bamanan, Sofé, excrément, impureté, toxine. Le Wolof va donc dire Sefer pour dire calculer. En Wolof, Sefer c'est calculer. En Bambara, Sofé c'est l'excrément. Donc on voit le rapport étroit. Immédiat, c'est le même mot. Le Bassa va dire Yibi pour dire l'excrément. En Ani, Ibi pour dire excrément. Et je me rends compte qu'en copte, hip veut dire compter, calculer, estimer, calcul, compte. C'est-à-dire, en Bassa, je dis Yibi pour dire excrément. Le copte utilise le même mot. Cette fois, pour traduire calculer, compter, estimer, calcul, compte. Donc ça montre bien qu'il y a un rapport étroit, manifeste entre le vocabulaire et l'objet symbolique décrit. Ensuite, en Bambara, je vais dire Sofé, excrément, impureté. Le Wolof va donc dire Sefer, calculer. Et l'arabe utilise le même mot, Sifre, pour dire le vide. En arabe, Safar, c'est le deuxième mois du calendrier. Les Albanais utilisent la même forme, Sefer. Le latin va dire Sifra, pour dire le zéro. Et en français, on dit chiffre, symbole utilisé pour écrire un nombre. C'est le même mot qui existe dans les mots Bambara, etc., le Wolof, etc. Ouais, ça peut supposer là d'une filiation qui mériterait un intérêt. Donc, voilà le déploiement de la chose. Hein. Mais ça ne s'arrête pas là puisque je vais répondre à ta question. Donc, la raison de tout ça, c'est ça. Le scarabée bousier. Je ne sais pas s'il y a des égyptologues ici, mais vous allez comprendre le lien. Lui là, c'est le démiurge de la cosmogonie héliopolitaine. Voilà pourquoi les pythagoriciens disent que tout est nombre. Et lui, il crée le monde à partir de cette boule. Le système égyptien est basé sur ce personnage qu'on appelle en égyptologie Képri, le scarabée bousier qui porte sa boule d'excrément. Cette boule, c'est le nombre. Parce qu'on sait, c'est extraordinaire, parce qu'on sait que le nom de l'excrément, c'est les mots des mathématiques. Donc il ne va pas créer le monde avec des excréments en soi. Parce que dans le système philosophique, on sait que dans cet excrément,
eh bien, l'élément mathématique est manifeste. Donc, il va créer le monde avec la géométrie, les mathématiques, etc. Voilà pourquoi on fait ce transport et pour aboutir à la sentence selon laquelle tout est nombre. Donc, le bozo va dire sobi. J'espère que je réponds à ta question. C'est bon. Le bozo va dire sobi, excrément, sopi, excrément. Le copte utilise ce mot pour dire devenir, transformer. C'est le principe de ce scarabée. Sobé ou shib, shibé, chobé, pour dire changer, transformer, devenir, changement. C'est le principe Keper. Le Wolof va dire sopi, devenir, transformer. C'est exactement le même mot que le Wolof utilise pour dire la transformation. Car le principe de ce scarabée, c'est le principe de transformation. Ici, je présente donc sa signification. Arriver, advenir, échoir, se transformer, venir à exister. Le Wolof va dire c'est faire, compter. Et le Bambara, sofé, excrément, impureté, toxine. Les Grecs vont donc dire kopros pour dire excrément. C'est la racine qui est héritée de la translittération. Keper, ça n'existe pas dans la vraie vie, ok? On ne dit pas Keper. C'est une convention en égyptologie, ça n'existe dans aucune langue, mais les égyptologues s'en contentent parce que c'est comme ça que la science a été pensée et elle est décrite actuellement de cette façon. Mais le mot existe en copte pour désigner l'excrément. Kopros, d'accord? Donc c'est plutôt de cette façon qu'il faut comprendre la chose. Donc, savez-vous comment s'appelle l'ibis en copte? Ça, c'est ce qui permet vraiment de valider la démarche. Le copte, l'ibis porte exactement son nom. Il s'appelle Iboui, hip ou hep, c'est le nom de l'excrément, d'accord? Donc le copte va donc dire, et l'ibis c'est Thoth, hein? Thoth c'est celui qui va inventer le calcul, bien sûr. Donc le copte va dire hip ou hep, compter, calculer, estimer, calcul, compte. Le bassa va dire yibi, c'est l'excrément, c'est ce mot. Le ani en Côte d'Ivoire, ebi, excrément, ok? Donc Thoth est présent ici, on ne le voit pas. Mais il est présent à travers cette boule d'excrément qui est le calcul, les mathématiques en fait. D'accord? Donc l'univers va être créé par ce scarabée bousier parce que portant une boule qui symbolise le calcul, l'arithmétique. C'est ça l'idée qui soutient en fait cette iconographie. Voilà ce que dit donc Platon dans Phèdre pour simplement signifier pourquoi Thoth c'est le calcul, c'est-à-dire cet ibis, d'accord? J'ai donc ouï dire qu'il existait près de Naucratis en Égypte un des antiques dieux de ce pays et qu'à ce dieu les Égyptiens consacrèrent l'oiseau qu'ils appellent ibis. Ce dieu se nommait Thoth, c'est-à-dire Thoth. C'est lui qui le premier inventa la science des nombres, le calcul, la géométrie, l'astronomie, le tric-trac, les dés, etc. L'écriture, voilà. Parce que Thoth, c'est le représentant de la science égyptienne. Donc on dit qu'il a tout inventé parce que c'était en fait la divinité tutélaire du clergé. Et tout ce qui était inventé en Égypte était placé sous sa tutelle. Donc voilà pourquoi on dit que c'est lui qui a tout inventé. Voilà. Et je dis ça comme ça en passant, parce qu'on ne va pas s'établir là-dessus. Le nom de Thoth s'écrit avec le thème de la dualité. Le thème de la dualité, c'est le chiffre 2 ici. Il suffit de savoir comment on dit 2 dans les langues africaines pour comprendre pourquoi. En Bassa, pour dire 2, c'est Iba. En Anang, Iba. Et Douma, Iba. Ce ne sont que des exemples, mais c'est le thème, le mot pour dire savoir, connaître, la connaissance. Eba, en Lingala, par exemple, mais pas seulement. Je vais dire Eba, savoir, connaître. Mon Yebi, c'est le savant. C'est ça. Et en lingala, je dis yebisa, faire savoir. C'est de cette forme-ci que vient le mot ibis, qui n'a pas d'étymologie en langue grecque. Hein. Quand les Grecs disent ibis, ça vient de ces formes. Yebisa, yebis, faire savoir. Parce que Thoth est messager. Hein, il deviendra Hermès d'ailleurs, qui est le messager des dieux de l'Olympe. Pour ce fait, c'est lui qui donne la connaissance, c'est lui qui fait savoir. Et on l'appelle le 2 fois grand, pour les motifs liés au thème de la dualité. On pourrait dire beaucoup de choses sur ce point. C'est le temps naturellement qui manque et puis c'était pas le sujet du jour, mais c'est très important de comprendre en fait comment les choses s'imbriquent et par ce moyen, ça éclaire des pans entiers de cette civilisation, mais en fait qui demeure un peu méconnue. C'est intéressant de le voir.